Nou, goedemiddag allemaal. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Ja, ik ben archeoloog. Je suis Dus het is archéologue. een eer om hier C'est une honneur d'avoir un public laïque. Ik werk in de je travaille dans dat is wat anders dan les monuments et het c'est une autre chose que travailler à l'université. Ik heb weliswaar uiteraard een academische J'ai bien entendu une formation académique, mais les monuments classés, là, on pose d'autres questions, d'autres objectifs. Donc, il y a des questions comme qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine archéologique? Qu'est-ce que ça nous vaut et qu'est-ce qu'on en fait? Et dans la sphère de comment on gère notre patrimoine et comment on pourrait donc le développer au niveau touristique et éducatif. Donc voilà de quoi je m'occupe. Donc c'est un tout petit différent dans le cadre d'un archéologue classique qui est de cette perspective. J'ai travaillé dans les divers camps et sur cette expérience, je tiens à vous informer et vous raconter mon expérience. Si on parle des recherches archéologiques sur les camps, dans le sens le plus large, c'est quelque chose qui seulement la dernière décennie a connu une certaine dimension. Comme vous venez de voir sur cet écran, c'est quelques endroits où on a fait des recherches. En réalité, ce sont beaucoup plus. Et ça devient beaucoup plus élargi. Jusqu'il y a 10 ans, ce n'était pas encore normal en tant qu'archéologue d'aller sur ce type de terrain. De ce sens, on est un peu les new kids on the block. Donc voilà, donc on a des questions parce que c'est quelque chose d'inconnu, on est critique par rapport à ça et souvent on m'invite à de telles occasions pour m'expliquer et vous allez comprendre parce que tout ça est tout nouveau. Donc je vais limiter mon discours, je vais me limiter jusqu'au début. Qu'est-ce que c'est l'archéologie? Donc je vous donne une petite introduction. Donc, les fouilles archéologiques, il s'agit de ça. Par après, on va passer au site de camp, dans le locaux. Je vais vous passer en revue ce qui joue dans mon travail, quelles questions seront soulevées, quels dilemmes et dans quel contexte vous travaillez. Nous, on travaille dans des circonstances assez particulières, donc sous les yeux du monde. Et ça a certains effets sur vous, et également en tant que personne, en tant que vos émotions, et même sur votre méthodologie. Et ça, c'est quelque chose que je veux aborder et je veux le mettre à la discussion. Deuxième partie de mon discours, je vais vous parler de Sobibor. Donc, depuis 2013, je travaille à Sobibor. Donc, de loin, c'est la plus grande recherche qui existe. Voilà, depuis 2012, à grande échelle, on a fait des fouilles et des excavations. Ces résultats n'ont pas encore été publiés. Vous recevez donc un aperçu de tout ça. Beaucoup de personnes qui ne sont pas archéologues, ils recherchent les objets qu'on retrouve. Voilà, donc cette photo vous montre des objets qu'on a trouvés à Sobibor et ils sont en stockage dans le dépôt à Lublin. Et dans le contexte polonais, ça ne va pas aller plus loin que ceci. L'archéologie, c'est beaucoup plus que de mettre des objets dans un tiroir. Il faut bien les conserver. Il faut que la plupart de ces objets, parce qu'il y en a trouvé tant, qu'ils sont mis dans le dépôt. Mais à ces objets, il y a une histoire qui est liée. Et voilà de quoi il agit. Donc l'archéologie, c'est le contexte de ce et donc de ces objets avec leurs traces et les couches dont ils ont été trouvés.
C'est ça qui raconte l'histoire. Supposons qu'on va démolir cet édifice, on va mettre une couche de terre et moi je viendrai en tant qu'archéologue, je vais arriver au fondement de ce bâtiment et ça va dire comment était donc le style de ce bâtiment. Vous pouvez vous imaginer, c'est rien d'autre ce qu'on fait à Sobibor. Vous voyez une photo d'un trou, post hole, un trou de poteau dans la terre de Sobibor. Qu'est-ce que c'est? C'est un trou dans le sol de sable et cette poteau en bois fait partie d'une baraque. La baraque a été démolie à un certain moment à la couleur de... vous pouvez voir qu'il y a quand même eu un bâtiment. Si vous le retrouvez, vous en faites un profil vertical, vous avez une vision tridimensionnelle. Et dans ce cas spécifique, on n'avait pas un poteau, mais il y avait plusieurs poteaux en rangée et ça nous dit qu'il y avait ici une baraque en bois. Ici, c'est encore l'endroit où il y a des témoignages, des dessins qui nous disent qu'il y avait donc la baraque des coiffeurs où ils avaient rasé le crâne des femmes avant qu'elles étaient gazées. C'est que de la terre, mais bon, ça a quand même une signification et surtout si dans cette trace de poteau on trouve des ciseaux ou des épingles, on pourrait conclure que il y a la baraque des coiffeurs qu'on a retrouvée et là on sait très précisément la taille de la baraque jusqu'au centimètre près. Voilà, c'est en fait de quoi il s'agit l'archéologie. Encore un autre exemple, donc une plaque de nom, c'est la plaque de David Juda van der Velde, un petit garçon de 12 ans de Amsterdam qui a été assassiné dans la chambre de gaz de Sobibor. En soi, bon, cette plaque est quelque chose de bien particulier, mais si je vous dis où ça a été trouvé, c'est encore beaucoup plus de signification dans le camp 3. C'est la partie du camp dans Sobibor où les gens ont été gazés, assassinés, brûlés et enterrés. On a encore trouvé une baraque. Et cette baraque était la baraque de Sonderkommando, les travailleurs de force juifs qui devaient sortir les cadavres. Et en dessous de baraque, on a donc trouvé cette plaque. Donc, ces travailleurs forcés juifs ont donc sorti un cadavre de chambre à gaz, peut-être encore avec un collier où il l'avait mis dans sa main, ils ont pris avec et ils l'ont caché sous leur baraque. Et 75 ans après, donc les archéologues ont retrouvé cette plaque. Si je raconte cette histoire, une petite plaque comme ça, une autre charge ou une autre signification. Voilà de quoi il s'agit l'archéologie. Voilà, mon cours d'archéologie se termine ici. Si je vous parle d'archéologie sur le terrain de Caen, on pourrait faire une distinction entre des méthodes non invasives et des méthodes invasives. Non invasif, ça veut dire c'est un processus de scoping où par le biais de différentes techniques, on pourra définir un endroit dans un espace où on va donc voir, on va lever la pelouse et voir dans le sol, comme l'archéologie et les recherches se sont faites à Treblinka, parce qu'il y a eu des recherches approfondies archéologiques à Treblinka. Et je vais vous en raconter plus. Invasif, destructif, ça veut dire qu'en tant qu'archéologue, vous allez faire des fouilles dans de grands terrains sous forme d'archéologie comme elle est liée avec les monuments. Voilà, je vais vous en dire plus.
Si donc on voit cette photo, c'est aux Pays-Bas, mais c'est un camp de travail forcé juif en Hollande septentrionale. On voit une forêt, on voit le relief. Il y a un collègue de moi sur la photo. Si je fais donc mesurage de laser d'un avion, d'un satellite, on reçoit cette image. C'est quand même une autre image, hein. Vous voyez? Donc, le camp de travail forcé, cette baraque et l'autre baraque. Vous pouvez voir le fondament. C'est pas rien d'autre chose de mesure de niveau. Hein. Si vous allez dans cette forêt, vous n'allez jamais dire qu'il y a ça de cette perspective où vous êtes à même le sol. Vous n'allez jamais voir ça. Ces baraques, du côté sud, c'est des baraques post-guerre. Ça a été utilisé après la guerre. Il y a des baraques pour d'autres objectifs qui ont été ajoutés. Voilà, c'est une technique qui a été utilisée également à Treblinka. Et ça dirige, vous n'avez pas encore mis votre pelle dans la terre, mais vous voyez ici, c'est une autre technique. C'est un examen dans un camp VUCT. C'est des mesurages électroniques de résistance, donc sans qu'il y ait directement donc, un impact non invasif dans le sol. Dans le sol, vous allez voir des tombes, des structures, des fossés, sans que directement vous allez faire des fouilles. Si vous allez faire des fouilles ou des exhumations, donc c'est irréversible. Hein. Vous ne pouvez pas changer. Donc, si vous donc, dans ce sens, l'archéologie peut être destructive. Donc, c'est un avantage de faire cette sorte de projet, donc échelonné avec ce type de technologie. Donc, de déterminer où vous pouvez aller faire des fouilles. Si vous allez suivre ce processus de scope, là vous allez voir un plan prédictif. Donc voilà, le plan qu'on a fait pour Treblinka. Je ne vais pas entrer en détail quelles sont les couleurs, mais il y a des couleurs. Il y a certains endroits qu'on pourrait définir, on va penser, dans le camp d'extermination de Treblinka. Ici, il y avait la chambre à gaz, la lazarette. On a fait des petites excavations. C'est 1 mètre carré jusqu'à 3 mètres carrés. Donc, c'est une approche non invasive, non destructive, comme c'est propagé par l'université. Gauche, en haut, il y a la professeure de l'University of Staffordshire. C'est elle qui a dirigé la recherche. Et par après, en 2016, si elle a commencé sa fouille, moi, j'ai participé à cela. Daar zet ik even iets anders tegenover. Voilà, ici, on part petit à petit vers la préservation des monuments. L'archéologie et les sites de commémoration se réunissent ici. Ce que vous voyez, c'est une photo de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Belgitz, vous l'avez certainement reconnu. Il y a bien eu des fouilles archéologiques ici, mais très minimes, et cela a été exécuté vraiment très mal. Et voici un paradoxe avec lequel sont confrontés beaucoup de ces centres de commémoration. Vous voulez en fait mettre en point un monument, un musée, encore des bâtiments facilitaires, prévoir des parking, etc. Mais vous faites cela au sein des frontières du camp, du terrain du camp. Cela signifie que l'aménagement de ce terrain, que ce soit monument ou autre chose, fait que vous devez tenir compte de votre travail archéologique. Et si vous ne faites pas cela, ça signifie que toutes les dernières traces de ce que vous voulez commémorer seront détruites. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Donc en fait, vous pouvez dire que l'aménagement du territoire, du terrain,
terrain a terminé le travail des nazis. Et ça, je trouve que ça a été dit par certains, je trouve que c'est tout à fait juste. Or, quand j'ai osé dire cela devant les médias aux Pays-Bas, on m'a tout de suite tapé sur les doigts parce que j'avais dit quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Voilà, ici, une lettre d'un géographe historique qui m'a dit, vous voyez, au niveau international, on a quand même réalisé un monument qui est vraiment très beau. Oui, c'est vrai, en effet, mais il faut regarder au-delà des perspectives de ce monument, de cette initiative, de ces budgets qui y sont reliés. Vous devez oser regarder plus loin pour pouvoir dire, attention, on s'y prend mal. En fait, les restes qui existent, eh bien, il faut faire quelque chose avec cela. Il faut soit les sortir de la terre ou soit en tenir plus compte lorsqu'on réaménage le terrain. Je crois que cette dernière option est la meilleure. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, comment cela se fait-il que l'archéologie s'est pointée si tard? Par exemple, Belge, je ne sais pas si ça remontait il n'y a pas si longtemps. Là, vraiment, on a raté le coche. Peut-être que je ne m'y connais pas, je ne suis pas pro à ce niveau-là, mais je crois que c'est dû à ce que moi j'appelle en premier lieu une monumentalisation. Voilà ici un monument de Sobibor. C'est ce que vous voyez sur cette dia, juste au moment où on déplace le monument, mais bon, ce n'est pas ce que je voulais vous dire en fait. Ces terrains des camps, qu'est-ce que ce sont? Ce sont en fait des lieux vers où les personnes vont pour commémorer et honorer les morts. Donc, ce camp est un espace où il y a des traces, des restes, et c'est en fait des archives de terre. Et cela doit être visible encore dans le terrain. Cela doit se refléter dans le terrain. Et ici, ça s'est perdu dans l'air des temps. Cela signifie que la façon dont les centres de commémoration le prennent tiennent compte de ce lieu de points, des points de restes. Et souvent, on ne les retrouve pas dans ces terrains. Cela n'a pas été respecté. Voilà, ceci illustre très bien Westerbork, Pays-Bas, d'où à peu près 100 000 Juifs ont été envoyés tant vers Auschwitz que vers Sobibor. La photo en haut à gauche, une des dernières baraques en 1971 a été détruite. Il y a eu pas mal de films qui ont été faits, que vous pouvez les visionner sur YouTube. Mais apparemment, à ce moment-là, on ne comprenait vraiment pas. Ou peut-être qu'on n'avait pas l'argent, ou peut-être qu'on n'a pas voulu prendre la peine pour qu'un tel camp soit maintenu, qu'on garde les restes physiques. Ensuite, la photo en bas à droite, c'est une demi-baraque, ou peut-être encore moins. En 1950, elle a été replacée en orange. Un de mes collègues, qui dans l'espace juste avant, car il y avait encore une annexe à cette baraque, a fait des fouilles. La même chose, c'est la même baraque, le même terrain. Mais vous voyez que c'est tout à fait dans un autre esprit du temps. Nous sommes apparemment maintenant confrontés à une génération qui pose d'autres questions. Les générations plus récentes sont déjà plus éloignées des souffrances qu'ont connues les deuxièmes et les premières générations. Ils se posent donc d'autres questions. C'est quoi ce terrain? À quoi ça servait? À quoi servaient également ces baraques? Et c'est quoi une chambre à gaz, etc. Voilà les questions qui se posent. Et cela fait également en sorte que, en ce qui concerne la politique d'urbanisme, moi je dois également tenir compte de ce genre de terrain. Westerbork, en Pays-Bas, est vraiment un lieu iconique. Et la politique urbanistique ne voulait pas du tout en tenir compte. Et moi je devais vraiment attirer leur attention là-dessus. Et c'est quoi ce camp? Un camp, oui, avec du fil barbelé. Non, ce n'est pas que ça. Fil barbelé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, à l'extérieur. Essayez de donner une définition d'un camp ou essayez de voir un petit peu ce que c'est au niveau historique un camp. Très difficile de trouver une définition. Finalement, j'en ai développé moi-même. J'ai fait moi-même une carte de ce qu'est ce camp, car même en dehors du fil barbelé, en dehors de ce carré, vous retrouvez pas mal d'autres couleurs. Bon, je passe là-dessus. Mais je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de fonctions logistiques et autres qui font qu'un camp fonctionne. Et cela se reflète également
également au niveau de l'aménagement du terrain. Ce que vous voyez en haut, c'est un sous-camp que personne ne connaît. Donc la même forme du losange, c'était là où se trouvaient en fait les gardiens dans ce camp. Mais quand je me promenais dans les bois, j'ai vraiment heurté encore un reste de ce camp. Donc c'est ainsi qu'il faut s'y prendre avec ce patrimoine. Moi je vois qu'en tant qu'archéologue, je regarde cela avec des autres yeux. Et pour des centres de commémoration, il faut vraiment s'y habituer. C'est vraiment un processus où il faut s'y prendre différemment, il faut s'y habituer. Voici un article qui a été publié en 2013 qui a fait remuer pas mal de vagues. Le Holocaust Memorial Museum avec des chiffres. Je crois qu'ici c'est la définition la plus large qui a été utilisée des camps, les camps de ghetto, de transit, etc. Là on était à 42 500, incroyable comme nombre. Lorsque je regarde le nombre de camps, demandez à la plupart des gens, ils en connaissent 5. Combien de camps existait-il en Belgique ou en Allemagne? 42 500. C'est vraiment un nombre énorme. Cela veut dire que pratiquement chaque village avait un camp. Bon, actuellement, moi j'habite à Berlin. À Berlin, il y en avait déjà 3000, pas moins que 3000. Que faire quand on est confronté à cela? Et en tant qu'archéologue, on veut être une plus-value. Moi, j'ai été visiter ces lieux. Pour un historien, bon, voilà, on dit que le camp a été détruit, par exemple, en 1960. Et ça, c'est l'année où, justement, tout commence pour l'archéologue. Dès que le camp est démoli, nous, on va faire des fouilles, on va regarder dans les terres et on y trouve des choses. Et cela vous raconte une histoire du camp, la structure du camp, la vie au sein du camp. Et c'est évident. Et vous le verrez plus loin lorsque je vous montre l'exemple de Sobibor. Voilà, je vous passe ce slide-ci. Et ça me mène à ceci. Donc cette multitude de camps, regardons ce que ça donne au niveau du gouvernement général. Bon, également, autour du gouvernement général de Sobibor, il y avait énormément de systèmes de camps. Il y avait beaucoup de camps où les Juifs travaillaient jusqu'à tomber raides morts. Et les systèmes des camps de morts qui existaient là et les environnements faisaient également partie de l'action Reinhardt. Une photo du camp Luta, travaux forcés. Ici, il y a, vous voyez un monument, donc on le reconnaît bien. Vous voyez également quelques étables, voilà le camp. Moi, je ne sais plus ce qui est encore original, mais on ne fait rien avec cela. On a tout simplement placé un monument sur place. Et dans ce cas-ci, c'est déjà pas mal. Luta, d'ailleurs, n'est qu'à 10 km de Sobibor. Il s'agit d'un des camps vers où les personnes étaient transférées et devaient travailler jusqu'à la mort. Il y a eu également des massacres, plutôt 50 000 habitants en 2012. Pendant la guerre, il y avait des 500 hommes et il y avait des massacres jusqu'à 3 000 personnes. Ce que vous voyez ici, c'est une fosse commune dans les bois. Alors, est-ce qu'en tant qu'archéologue, on a des possibilités d'examen? Est-ce que cela existe? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on doit vérifier. Donc le contexte maintenant des recherches. Lorsque, en 2013, j'arrivais en Pologne, je dois dire que j'étais relativement naïf. Je travaillais déjà depuis quelques années sur les terrains des camps aux Pays-Bas, mais tout à coup, vous vous trouvez dans un autre environnement. Et ce n'est vraiment pas chose simple d'y travailler en tant qu'archéologue. Ça ne signifie pas que je me suis assis quelque part dans des archives, nullement. Non, moi j'ai commencé également à développer un centre de commémoration. À ce moment-là, vous vous trouvez dans un champ de tension diplomatique au niveau politique. Et en tant qu'archéologue, à vous de faire en sorte que vous puissiez atteindre vos propres objectifs. Et si les choses vont de travers, c'est vraiment très difficile de redresser les erreurs. Voici
une photo que j'ai faite il y a 3 semaines, c'est-à-dire le 14 octobre, lors de la commémoration, et que des personnes ont voulu s'échapper de Sobibor il y a 75 ans. Et à mon grand étonnement, une dizaine de ministres s'y pointaient pour tenir un discours. Le ministre de la Russie, de la Biélorussie. Et à ce moment-là, vous êtes confronté au fait qu'on met des liens au niveau de la commémoration. Et si le ministre russe a parlé d'Alexandre Pouchevski. Alexandre Pouchevski était un soldat russe, mais il était également juif. Et ensemble avec Leo Feldhenter, un juif polonais, ils étaient ceux qui étaient en fait ceux qui ont fait en sorte que les gens puissent s'échapper, quelques personnes ont pu s'échapper de Sobibor, et ils étaient également ceux qui ont mené la révolte. Donc qu'est-ce qu'on voit? Chebeshki était surtout un russe, un militaire, et on voit où on met les accents différents, d'abord russe, puis juif ou militaire. Donc c'était vraiment très intéressant à voir comment ils mettaient l'ordre. Donc on est confronté aux survivants, les personnes des générations suivantes. Bianovic, sa carte de visite, après qu'il a pu s'échapper, il a toujours donné des témoignages, et lorsqu'on a trouvé les fondations des chambres à gaz, il a encore trouvé les forces de les visiter. Il a nommé cela étant le moment le plus important de sa vie, mais à ce moment-là, vous êtes en train de sortir les fondations de ces chambres à gaz. Donc je dois dire que c'est un travail qui commence à être chargé très fort au niveau émotionnel également. C'est un autre aspect dont il faut tenir compte. Ensuite, la religion, un autre aspect dont vous devez tenir compte. Ici, une photo aérienne de Treblinka, en haut de la photo, le camp de destruction. Ici, cet espace-ci, mais il y avait également Treblinka 1, c'était le camp de travail forcé, c'est ici, cette zone-ci. Treblinka 1 était considéré comme un camp catholique, bien qu'il n'y ait que 11 membres, et Treblinka 2 était surtout considéré comme une tombe juive, tandis qu'on y trouve également quelques catholiques. Mais c'était un choix pragmatique. Lorsqu'on a fait les recherches et lors des concertations avec les autorités, on a dit que ceci était considéré comme étant juif et ceci comme étant catholique. Dans ce camp-ci, ou du moins plus au sud, à cet endroit-ci, plus ou moins, nous avons fait des fouilles pour retrouver des fosses communes catholiques. Et c'était notre objectif, uniquement de localiser ces fosses communes, de les ouvrir, tandis qu'à Treblinka 2, on a vraiment fait tout pour justement éviter ces fosses communes. Donc là, on n'a pas utilisé un seul outil suite à une loi juive, justement par rapport à ces fouilles et par rapport également à tout ce qui a trait aux funérailles, ainsi comme la religion peut intervenir également au niveau de la méthode que vous allez utiliser et les recherches, les questions que vous posez lors des recherches. Qui le reconnaît? David Irving, négationniste, ici à Varsovie. Après avoir découvert les fondations des chambres à gaz, je l'ai rencontré à Sobibor. Il s'y rendait en tant que guide d'un bus de négationnistes américains et il venait visiter mes fouilles. Eh ben, voilà autre chose à quoi vous êtes tout à coup confronté en tant qu'archéologue, une visite de négationnistes américains. Et ça n'était pas tout, ça ne s'arrête pas à ça. Lorsque vous êtes une figure médiatique, vous êtes déjà très vite vu comme les négationnistes. Et on me téléphone comme étant probablement tout à coup négationniste. Certains de mes collègues sont interrogés parce qu'on dit c'est soi-disant journalistes qui leur téléphonent. Mon nom est vraiment bafouillé sur Internet et c'est quelque chose qui, moi, me rend les choses difficiles pour rendre mon travail et je dois essayer de garder ma distance.
garder la distance également par rapport à ça. Je dois également faire attention de ne pas commencer à me mêler à des discussions de tout à fait un autre ordre et tout simplement me concentrer sur mon travail archéologique. Ensuite, la presse. C'est vrai qu'après un moment, vous vous habituez à être toujours sous les projecteurs des médias, mais cela a bien évidemment des effets, des suites. Ceci à Distelbourg, mais également à Sobibor. Lorsque nous avons trouvé ces chambres à gaz, c'était réellement un moment clé. Nous avions droit à ce genre d'image que vous venez de voir ici. Cette chaussure, par exemple, ça c'est une chaussure que j'ai reçue sur les mains, vient de Westerbork, mais bon, soit. Je l'avais en main et je n'ai fait que la montrer. Et ensuite, que vois-je? Une photo avec cette chaussure et partout dans tous les journaux, c'était tout de suite chaussure d'un enfant juif. On retrouvait ça partout dans tous les journaux, tandis que je n'étais pas du tout certain. Westerbork a donc une histoire avant et après la guerre. Il y a également eu des déserteurs, il y a eu également des personnes des Moluques. Donc moi, je ne sais vraiment pas très bien à qui appartenait cette chaussure. Et je ne sais pas non plus quelle est l'identité ou la religion que vous devez y scotcher. Mais comme nous étions identifiés à ce lieu comme étant un lieu juif avec des souffrances juives, eh bien tout à coup ça devenait une chaussure juive. Donc au niveau de la presse, je dois vraiment également rester très pur, car la presse suit également sa propre dynamique et ils savent très bien donner une tournure aux choses. Leur propre tournure. Et à ce moment-là, on fait déjà très rapidement des erreurs. Sobibor maintenant. Avant la lettre, à Sobibor, on a fait déjà des recherches en 2012, peut-être même déjà un tout petit peu plus tôt. En 2012, 4 pays, l'Israël, la Pologne, les Pays-Bas et la Slovaquie, les deux dernières dues au fait qu'il y a eu énormément de victimes en provenance de ces deux pays-là. Donc en concertation, ils ont donc décidé de changer l'aspect de ces lieux. Il s'agit donc tout d'abord de créer un lieu de commémoration avec également la création d'un musée, etc. L'aménagement du paysage. Et cela, en fait, a fait que les recherches archéologiques passaient à un autre ordre de grandeur. Avant, c'était des petits puits de 5 mètres sur 5 mètres, mais l'ensemble du terrain du musée et le lieu à aménager est quand même un espace relativement grand. Donc ici à Sobibor, je dois dire que depuis 2012, nous avons pu faire des fouilles et à une énorme grande échelle. Ici également, il y a quand même un élément paradoxal. On pourrait dire que le projet a été mal organisé, que nous, en tant qu'archéologues, on saute trop tard sur le train. Il y a un projet qui a été fait et on a décidé où on va placer le musée, on a décidé où va se trouver le monument et nous, en tant qu'archéologues, eh bien, débrouillez-vous, prenez votre pelle. Et si on trouve quelque chose, par exemple des fondations, des chambres à gaz ou la Himmelfahrtstraße, donc direction des chambres à gaz, et cela devient tout à coup tellement important qu'il faut modifier le projet. Cela crée irritation, retard, frais supplémentaires. Et ça continue ainsi. Donc le projet a changé, les archéologues doivent de nouveau s'amener et on est une fois de plus confronté au même jeu. Depuis 2012, on est confronté à ce que je viens de vous expliquer. Petit à petit, le finish est en vue. Je pense que l'année prochaine, c'est la dernière année qu'on y fera donc des fouilles. Le bâtiment du musée a été érigé. L'année prochaine, cet espace autour des chambres à gaz et la Himmelfahrtstraße va être organisé, créé de façon monumentale. Donc on va arriver, on y arrive petit à petit, mais il y a quand même quelques erreurs qui s'y sont glissées. Deuxième point, c'est que depuis le début du projet, sans que les archéologues étaient mis au courant, on a décidé que le musée ne se trouverait pas au sein du camp. Cela signifie toujours que même
si on fait encore appel à des archéologues maintenant, on doit travailler de façon destructive, on doit faire des fouilles, on doit libérer le sol, la terre libre de tous les objets. Donc on peut faire des fouilles, oui, ça se trouve sur papier, oui, on a des artefacts, oui, on peut raconter une histoire, mais les restes physiques, les derniers restes, les archives de sol sont partis. Cette décision a déjà été prise par ces 4 pays. Et en tant qu'archéologue, vous avez juste encore un rôle restreint. Oui, vous êtes en fait le service des poubelles, pour ainsi dire, qui peut passer à la toute dernière minute. Et scientifiquement, on me tape alors sur les doigts. Et je trouve que c'est tout à fait pertinent, mais je ne sais rien faire d'autre. Voilà, cela a été décidé par ces 4 pays. Ils ont décidé que cette trajectoire suivrait ce chemin-là. Il va y avoir un centre de commémoration, ce qui en soit une très bonne chose. Et le sol, le terrain, doit être maintenant livré de façon sans archives. Et ils prennent cette responsabilité à Sobibor. Ils font partout des recherches archéologiques, partout où il y a des invasions, où il y a eu des travaux. On fait appel à des archéologues qui effectuent des recherches au préalable. Mais ce n'est pas le cas dans tous les camps, pas dans celui des Pays-Bas. Donc dans ce sens-là, je dois dire que c'est une bonne chose. Ici, la photo des 3 archéologues qui ont l'horreur de pouvoir le faire, Ehrenberg d'Israël, Mazurek, le leader du projet, le chef de file de Pologne et moi-même. La Slovaquie n'a pas envoyé d'archéologues. Ils avaient la possibilité, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Alors, avec quoi travaillons-nous? Nous avons bien évidemment déjà des images des camps, il y a les sources historiques, des cartes, des esquisses, mais pas de photos. Voilà ce dont nous disposons. Et c'est mis à notre disposition. Et si maintenant, en rétrospective, je revois ces esquisses, je vois qu'elles sont toutes exactes et en fait, elles ne sont pas du tout exactes. C'est dû au fait que ce que l'on sait de Sobibor, ce sont surtout les témoignages des survivants et des quelques acteurs. Les survivants proviennent tous de ce qu'on appelle le camp 1, on va y arriver, donc ce qui se trouvait avant du camp. En fait, c'était les forçats qui devaient accompagner le processus, le transport arrivait, les personnes devaient laisser tous leurs objets, leurs biens, et un certain nombre de forçés devaient accompagner ce processus. C'est de là que viennent les survivants. Le Sonderkommando qui se trouvait tout à fait à l'arrière du camp, tout près des chambres à gaz, eh bien là, il n'y a pas de survivants. Et des forces du camp 1 qui ont pu s'évader et qui ont survécu à la guerre, il y en a une cinquantaine. Personne n'a jamais vu, même vu le camp 3. Donc chaque dessin, là à l'arrière du camp où devraient s'y trouver les chambres à gaz à la fin de la Himmelfahrtstraße, là il y a un problème. Et c'est justement là où nous, en tant qu'archéologues, on a dû agir. Voici notre travail. Bon, c'est un plan technique, peut-être pas très lisible pour vous. Ici, vous le voyez, la source, la Himmelfahrtstraße, et là, on arrive dans le camp 3. Partout, on a trouvé ces trous de pieux et suite à cela, on peut déjà faire une reconstruction des bâtiments qui s'y sont trouvés. Voilà à quoi cela ressemble. Je pense que c'est la meilleure reconstruction possible du camp Sobibor. A été fait par un historien amateur, Tom Bosbourne, qui vient de publier un travail concernant les camps Reinhardt. C'est lui qui a fait ce plan, également basé sur nos renseignements. En fait, Sobibor est composé d'un certain nombre, appelé des modules. Ça a été vraiment fait à la bande, que Bochnik, Wirth l'ont créé pour qu'un maximum de personnes puissent être dans les plus brefs délais traités, assassinés. Ici, vous voyez où les personnes arrivaient. Ici, vous avez le Vorlager où les nazis logeaient. Ici, vous avez le camp 1 où les forcenés travaillaient, qui devaient accompagner l'ensemble du processus, donc entre autres Filip Jelovich.
Et c'est exactement la zone où, en tant qu'archéologue, on n'a pas pu creuser. Vorlager Camp 1, justement là où les témoins pouvaient donner le plus de renseignements, eh bien nous n'y avons pas touché. Ça tombait en dehors du projet. Nous, on a surtout creusé dans le camp 2, là où les personnes arrivaient, où on leur prenait les biens, où il y avait en fait des baraques et où petit à petit, nus, on les amenait, on les dirigeait vers la Himmelfahrtstraße, vers ce terrain. Et ce terrain-ci, c'est le camp 3. Camp 3, on n'en connaît pas grand-chose. Et c'est cette zone-ci où nous avons fait énormément de fouilles, sauf ces fosses communes, car nous avons respecté les halach. Chaque année, on a donc fait des propositions de travail et cela a chaque fois dû être approuvé par un responsable polonais. Ensuite, on arrive à un petit bâtiment, ici cette baraque des coiffeurs. Ensuite, le camp 3 et le premier bâtiment, ici ce sont les chambres à gaz. Ce terrain-ci, baraque des Sonderkommando, et il devait encore y avoir une autre baraque qu'on n'a pas encore retrouvée, mais on n'a pas encore pu faire des fouilles ici non plus. Et voici le terrain où les corps étaient brûlés et enterrés. Il ne s'agit pas d'une tombe, mais c'est en fait une composition de grand nombre de tombes. Et on a, dans ce cas-ci, pu se baser sur des trouvailles physiques. Je voulais, à l'aide des photos de la source jusqu'à camp 3, vous expliquer à quoi cela ressemblait. Je voulais en fait faire une promenade avec vous à travers du camp, pour ainsi dire, et vous montrer ce qu'étaient les résultats des fouilles. Voilà. Ici, vous voyez à quoi ça ressemble lorsqu'on y travaille. Une vue aérienne plus ancienne, mais là, on trouve tout près d'une rivière, beaucoup de marais, beaucoup de bois aux alentours. Ici, la voie ferrée, avec un petit hameau, Sobibor Stasha. Ici le Vorlager, le camp 1, ici le camp 2, et cette zone-ci, c'est le camp 3. Pas mal de choses ont déjà été enlevées ici. Ici, on devait prendre une vue aérienne maintenant. Tout est beaucoup plus nu, beaucoup plus d'arbres ont été abattus, et tout cela est dû à cette recherche archéologique. Donc, on a travaillé dans les bois, donc on a travaillé avec un bûcheron, et c'est là que ça a déjà commencé. Il fallait couper les arbres, abattre les arbres. Ici, une photo à l'avant du camp. Ici, vous voyez à quoi cela ressemble lorsqu'on travaille, mais toutes ces traces, ces trous de pieux, ici les zones grises qui vous permettent de voir à quoi ressemblait l'infrastructure du camp, les différents bâtiments, et également les artefacts vous permettent également d'avoir des renseignements sur les fonctions des bâtiments. Ici, tout à l'avant, quelques impressions les unes après les autres. Voilà, ici, une voie auxiliaire qui séguit à partir de la voie principale, et c'est par cette voie-ci que dans des chariots, les malades, les blessés étaient tout de suite envoyés vers une autre baraque, vers l'hôpital. Peut-être en tant qu'archéologue, on voudrait aller plus loin, mais on peut uniquement creuser là où on nous a donné la permission de creuser. Et c'est uniquement là où il va y avoir des travaux de construction que nous pouvons travailler. Ici, une partie du quai qui ensuite a été ensevelie sous le chemin. C'est un des lieux, des endroits les plus sensibles, oui, le quai, le Himmelfahrtstraße et les chambres à gaz. Ici, à l'avant du camp, même à la hauteur du camp 2, vous trouvez pas mal de ce genre de trous. Ici, une grande zone grise où on est en train de faire des creusements en 3 dimensions, et ensuite on a trouvé ici pas mal, c'était des genres de caves remplies d'objets. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Ces objets étaient grandement brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et on l'a retrouvé partout dans les environs de camp 2. C'est qu'à la fin,
du camp Sobibor. Donc après la révolte en 1943, les nazis ont décidé de démolir le camp. Les baraques ont été démolies à ce moment-là. Or, tous ces objets qui étaient vraiment très nombreux dans le camp 2, car c'était là où les personnes arrivaient, où leur prenaient leurs biens, eh bien, les biens ont été mis sur un tas. On essayait d'y mettre le feu et quand cela n'a pas réussi, on n'allait pas suffisamment vite, on a commencé à creuser d'énormes fosses, comme vous voyez ici. Et le soi-disant bazar, comme dit monsieur, a été glissé dans ces fosses. Et c'est ce que nous avons trouvé comme archéologues autant d'années plus tard. Ce que nous y avons trouvé est impensable. Énormément d'objets, moult objets ont été trouvés dans ces fosses. Au total, je crois qu'on a trouvé 100 000 objets. Et lorsque vous regardez ensuite ce que vous retrouvez dans le camp 2, il s'agit de choses tout à fait ordinaires. Beaucoup de choses proviennent des Pays-Bas, c'est assez frappant. 34 000 victimes sur un total de 170 000, on estime actuellement. Donc ça fait on arrondit sur 5-6. Mais lorsque je regarde ces objets, je vois qu'il y a une plus grande part, un plus grand pourcentage hollandais. En soi, on peut le comprendre, car les Polonais, les Juifs polonais et slovaques venaient d'un endroit tout à fait ailleurs. À Pologne, il y avait déjà beaucoup de ghettos, les personnes avaient déjà perdu beaucoup d'objets, il y avait déjà eu des massacres. Donc les Polonais qui arrivaient dans ce camp, il y en avait quand même beaucoup, n'avaient pour ainsi dire plus rien, tandis que les Hollandais qui arrivaient tout comme les Français avaient encore tout avec eux. Donc vous le voyez ici à cette culture matérielle, ça vous pouvez vraiment vérifier. Et ils avaient l'espoir qu'ils pouvaient encore recommencer à l'est. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des dés à coudre, des rasoirs, des couverts, des bouteilles, des broches. Donc ces personnes avaient vraiment emporté tout avec eux. Des gourdes. Ici, de la monnaie hollandaise, ici également un petit sabot. Ouais. Ça, je ne dois pas vous dire d'où ça revient. Des roubles russes en or. Ici, en bas, 4 boucles d'oreilles en or et un anneau que j'ai donc retrouvé sur un matin dans ce trou. On trouve beaucoup d'argent en tant qu'archéologue, on ne le trouve pas souvent, mais à Sobibor, on a trouvé beaucoup d'argent. Et c'est également la raison pour laquelle il y a eu pas mal de pillages. Et vous le retrouvez ici. Vous retrouvez des endroits où les chasseurs de trésors ont déjà été à l'œuvre. Donc, ces chambres de trésors, on les retrouve également. Ce n'est pas nécessairement typiquement polonais. À Westerbork, j'ai également trouvé des trous faits par les chasseurs de trésors. Ici, ce dont Philippe Bielovitch a témoigné dans le camp 1. Là, nous avons fait des fouilles dans une toute petite zone. On a par hasard trouvé ce puits, ce trou. Il devait s'y rendre pour en sortir certaines choses. Et je crois qu'il a reçu à ce moment-là pas mal de choses lancées à la tête par Wirtz. Il en est sorti la tête toute sanglante. Ici, un inventaire de la pharmacie. Vous en voyez qu'une petite partie ici. Mais voilà d'autres choses qu'on y a trouvées. Ce sont en fait des plombages en or et des alliances en or. Les témoignages disaient que les Juifs même sabotaient, qu'il y avait tout simplement de l'or qui poussait, qu'ils enterraient eux-mêmes. Et on le retrouve quand même à certains endroits. Ici, par exemple, dans ce puits. Très surprenant était cette croix en fer. Comment est-ce que ça se fait qu'un Ritterkreuz a été enfoui là? Et ensuite encore d'autres pièces. C'est vraiment frappant parce qu'à Westerbork, j'ai en effet déjà pu trouver toute une partie. Et parfois, j'ai l'impression comme si je regardais le même matériel. Et c'est vrai, ce sont les mêmes choses qu'on retrouve dans les camps différents. J'attends toujours le moment que je vais pouvoir assembler 2 bouts de porcelaine d'un camp et de l'autre, tellement les choses se ressemblent. 2011 était en fait une année très critique au niveau des fouilles. Himmelfahrtstraße a été
mise à l'air à ce moment-là. Et c'est cette ligne-ci. Au fur et à mesure du temps, on a toujours dû plus ou moins évaluer quel était son cours. Vous voyez qu'elle a été reconstruite, on la revoit ici, on la retrouve là et là, mais le seul réel tracé est celui-ci. Et en haut, vous voyez un genre de petit ruisseau ou un trou où on a mis des pieux en bois avec également un grillage. C'est un très très long chemin, un très long couloir qui ne peut finir qu'à un seul endroit, aux chambres à gaz. Donc lorsque nous avions trouvé la Himmelfahrtstraße, on savait déjà où se trouvaient les chambres à gaz. On s'est dit, voilà, au terme de cette Himmelfahrtstraße, on va trouver les chambres à gaz. Et vous voyez que ça aboutit ici, voilà où est la Himmelfahrtstraße, et elle s'arrête ici sur cette petite plaine en asphalte. Certaines personnes les connaissent. Ici, ils trouvent des monuments qui ont été posés dans les années 60. Et c'est là, en effet, que se trouvaient les chambres à gaz. C'était pas du tout surprenant, en fait, que ça se situait là. Par contre, c'était surprenant pour moi qu'on a pu retirer cette couche d'asphalte en 2014 et qu'on a pu faire des fouilles. Et c'était étonnant de voir à quel point ces chambres à gaz étaient bien conservées, du moins les fondations. Une photo que je voulais vous montrer car c'est exactement le moment où on retrouve les premières fondations. Vous voyez que là derrière on est en train d'évacuer l'asphalte et petit à petit on est en train donc d'enlever, de râper pour ainsi dire les couches de sable pour vraiment libérer couche par couche ces fondations. Petit à petit, on voit apparaître les contours du bâtiment ici. Là où on mettait le feu, là vous voyez également les traces dans le sol où se sont trouvés les murs. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'un mur a été démoli, on ne peut plus jamais dire où se trouvait ce mur, car un mur, en termes archéologiques, on trouve que c'est tout simplement une fente, un endroit bien spécifique où se trouvait ce mur. Et ici, on le voit parce que le sol est légèrement plus sale, vraiment un petit peu différent du reste du sol. Et cela vous permet de bien le déterminer. Ici, la photo de la chambre à gaz complète, à peu près 7 sur 5 mètres. C'était les dimensions de ces chambres à gaz, 7 sur 5. Et là, on a pu libérer les fondations. Elles ont été imprégnées avec un produit chimique, après quoi on a mis une couche de sable là-dessus. Et l'objectif est de rester ainsi, que cette chambre à gaz reste sous le sable, sauf à 2 endroits. On va faire des cassettes avec un genre de verre en plexi pour que vous puissiez avoir vue sur les fondations originales. Et ensuite, il va y avoir un pavage au-dessus qui reprendra les contours du bâtiment. C'est ça l'objectif. Mais bon, la plus grande partie du bâtiment reste tel quel dans le sol. Voici le plan technique que nous avons élaboré des chambres à gaz. Ici, vous voyez 2 séries de 4 chambres à gaz avec un couloir entre et une zone derrière. On est ici, là il y a des pieux, là également, vous ne les voyez pas ici, mais vous pouvez me croire. Et un genre d'entrée là également. Lorsqu'on regarde l'ensemble des plans, des esquisses, il y en a une surtout qui frappe l'œil, celle-ci notamment, un plan qui a été fait en 1966, ils ont écrit 74, mais je crois que c'est 66. Franz Hödel l'a fait, il a travaillé dans les chambres à machines qui se trouvent à l'arrière, où 2 des moteurs diesel se trouvaient qui produisaient les gaz. Et en fait, je ne comprends rien de son dessin, rien du tout. Ça ne m'avance pas grand-chose. Je ne sais pas du tout comment je dois l'utiliser quand je regarde tout ce qui a trait à Sobibor, sauf ce seul bâtiment. C'est justement ce plan-là que l'archéologue polonais et moi avons fait en 2014. C'est notamment le bâtiment où il travaillait. Et c'est ce bâtiment-là qu'il a dessiné en détail. Et 40 ans plus tard,
Eh bien, nous, on l'exhume et on trouve exactement, on fait exactement le même plan. On va regarder maintenant à partir du haut. Je suis monté dans une sorte de grue. Vous voyez une ombre. Cette ombre, c'est moi. Ici, vous voyez où la Himmelfahrtstraße aboutit dans les chambres à gaz. En fait, ça se trouve dans un angle très bizarre par rapport au bâtiment principal. On avait toujours cru qu'il y aurait un genre de courbe pour que ce soit au tout dernier moment qu'on voit la chambre à gaz pour que les gens ne paniquaient pas trop vite. Ici l'entrée avec un couloir vers l'arrière avec des chambres des deux côtés et une zone à l'arrière. Ce qui saute aux yeux ici, c'est la taille de ces chambres. Celles-ci sont moins larges. Moins longue, moins large. La zone à l'arrière a également une dimension autre. Donc ceci n'est pas la même chose que ceci. Là, vous retrouvez une certaine régularité. Et ici, vous voyez trois grands et un petit carré. Et sur base de ce qu'on a vu au niveau des fondations, on en a conclu que ceci c'était l'ancienne série des chambres à gaz. La capacité de Treblinka et Sobibor a été augmentée une fois. Ce qu'ils ont fait à Treblinka est la chose suivante. Ils ont rajouté des nouvelles chambres à gaz, juste un tout petit peu ailleurs. Par contre, à Sobibor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agrandi le bâtiment, doublé la capacité du bâtiment. Ce qui veut dire que les fondations ici, du côté ouest, sont autres que celles du côté est. Et ceci était probablement là où se trouvaient les machines à gaz quand il y avait 3 chambres à gaz. Dans la deuxième phase, c'était devenu une chambre à gaz. Lorsque cela a été agrandi, vous le voyez sur base des fondations, car ces fondations-ci correspondent à celle-là. Celle-ci est légèrement différente. C'est de la pierre naturelle, tandis que l'autre, c'était des briques. Deuxième chose surprenante que l'on a constatée à ce bâtiment était cette drôle de trace. Ici arrive un mur. Et ici un genre de drôle de trou. J'ai fait un plan de ça à un certain moment. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Que tous ces trous se trouvent juste à l'interstice des murs. C'est très simple en fait ce qui s'est passé. Le bâtiment a été explosé, ce sont des cratères d'explosion, ce que vous voyez. Donc ces explosifs ont chaque fois été mis là où les murs se croisent. Ils ont essayé de le faire exploser. Ici sur cette photo, vous le voyez très bien. Voilà le point où ça se coupe. Là vous voyez un trou et là également. Et entre se trouve un mur. Et on dirait que ce mur fait un virage, mais non, il a été soufflé vers l'extérieur. Vous voyez comme quoi il penche d'un côté là également. Donc ça a été un mur à un moment, un mur qui a été dynamité. On a également trouvé des objets dans ces chambres à gaz, mais des objets d'une nature tout à fait autre également dans des autres quantités. N'oubliez pas, les personnes arrivaient nues, n'avaient rien sur eux. Ceci, et on a vraiment essayé de tamiser celle-là, bâtiment par bâtiment, couche par couche. Et voilà ce que les personnes pouvaient encore avoir sur eux quand ils étaient nus, un petit pendentif, une bague, un petit objet. Et bien évidemment, les plombages en or. Voilà ce qu'on a trouvé dans cette zone-ci. Il n'y en avait pas des masses, mais il y en avait quand même. Autre chose qu'on a remarqué, à un certain moment, on a retrouvé une grande concentration. C'est en fait affreux de faire ce travail, mais on a trouvé une concentration de plombage en or, des parties de faux dentiers, des mâchoires cassées. Et voilà, quand on a fait un plan chambre à gaz, c'est surtout dans une zone au nord-ouest. Et selon nous, c'est l'endroit où travaillaient les soi-disant dentistes. Ici également, on a trouvé pas mal de choses. C'était également une grande fosse où on a trouvé également beaucoup d'éléments dentaires, de dentition. Sans travail archéologique, il vous serait impossible de trouver celle-ci. Vous n'auriez pas pu identifier l'endroit où on travaillait les dentistes.
Un autre aspect de notre travail, ce sont les plaques d'identité, plaques nominatives. En 2012, on a trouvé cette première plaque nominative, une petite fille de 5 ans. Elle est née en 1937 à Amsterdam. Bon, maintenant, on est à l'ère numérique et surtout des victimes hollandais. On connaît tout car il y a encore les transports à partir de Westerbork. Donc, on a très pu identifier de qui il s'agit. C'est cette fille-ci qui a terminé dans les chambres à gaz. Ce genre de trouvailles, ce genre d'informations, c'est vraiment quelque chose de difficile pour les archéologues également. Lorsqu'on fait ces trouvailles, un nom, un visage, une identité, voilà ce que vous trouvez. Quand vous entendez parler 200 000 personnes, 500 000 personnes, c'est vraiment très difficile de diriger cela émotionnellement. Mais par contre, imaginez-vous, vous trouvez une petite plaque et à ce moment-là, tout surgit. Et tout le monde à ce moment-là, les médias sont là tout de suite, ils veulent voir tout. Une telle petite plaque identitaire. Moi, je dois ensuite essayer de trouver la famille. Quand je trouve ce genre de petites plaques, et cela est dû au fait que des 13 plaques ou objets où un nom a été retrouvé, il y en a 13 qui provenaient des Pays-Bas. Ici, une plaque éthique. Cela m'a pris beaucoup de temps afin de pouvoir déchiffrer ce plâtre. Sarah Mokhacker était écrit. Elle avait 59 ans. Cette femme, elle venait de La Haye et nous en avions retrouvé une photo. Son fils a survécu à la Shoah. Il ne vivait plus, par contre, son petit-fils, oui. Et donc, j'ai pu le mettre au courant de ce que j'avais trouvé. Les familles réagissent toujours de façon très différente. Il y a parfois des familles qui ne veulent plus rien en savoir. Mais par contre, il y a d'autres familles qui montrent énormément d'intérêt. Parfois, c'est réellement très difficile, très dur. Ici, une photo. Vous m'y voyez avec Yvonne Content. C'était la nièce à part entière d'Elias Content. Et Elias Content a été gazé à l'âge de 21 ans à Sobibor. Mais dans le camp 1, nous avons trouvé sa plaque d'identification militaire en 1937. Il faisait son service militaire et quelque part cette plaque l'a accompagné, ce qui nous a permis de l'identifier quand on l'a retrouvée. Et lorsque j'ai mis sa cousine au courant, eh bien elle ne savait même pas qu'elle avait de la famille en Europe car son père et elle également sont partis en Indonésie. L'Indonésie était une colonie des Pays-Bas et ils s'y sont trouvés donc pendant 5 ans dans les camps, mais ils ont quand même survécu à la guerre. Donc lorsque je lui ai dit pour annoncer ce que j'avais trouvé, eh bien, cela a ouvert tout un monde pour aller ensemble. Nous avons été à Sobibor. Donc, c'est une autre façon de réagir de certains proches parents. Une autre image, avec également une histoire quelque peu particulière. Ici également, ça m'a pris beaucoup de temps pour déchiffrer cette plaque. Cette plaque provient en fait d'un camp de concentration allemand de Stalag 122. C'était d'un 7i, civil internir, donc un citoyen qui avait été interné. Et finalement, on a trouvé des listes de transport de ce camp-ci, qui se trouve tout près de Drancy. Et sur ces listes de transport-là, on a pu retrouver l'identité de ce numéro 9592. Et il s'agissait d'un Marocain de 72 ans, Mestal Outaknine. Maintenant, aux Pays-Bas, on a quand même un gros problème avec les Marocains. Donc, si vous trouvez ceci dans un tel contexte, c'est quand même un problème également. Donc, à l'époque, il y avait donc une communauté juive au Maroc, d'où provenait cette personne, a été à Marseille, a été arrêtée lors d'une rafle en 1943 et ensuite s'est trouvée avec un autre groupe vers Relayé, et ensuite vers Drancy et de Drancy à Sobibor. Et c'est là que nous avons trouvé sa plaque d'identité. Ah, combien de temps me reste-t-il? Car j'ai encore beaucoup à raconter. Mais j'y arrive petit à petit à la fin. Voilà à quoi cela doit ressembler.
et l'état d'avancement actuel, le nouveau musée, ici la voie ferrée. Ces places de parking, de stationnement ont été déplacées, se situent en dehors de l'endroit où nous avons trouvé les quais, car surtout la communauté juive des Pays-Bas s'y est opposée. Elle disait non, les bus rouleraient sur cet ancien quai, on ne voulait pas de cela, on trouvait que ce n'était pas une bonne idée et on l'a donc déplacé. Voilà l'arrière du camp, avec un mur où vous pouvez vous imaginer la Himmelfahrtstraße, qui suit d'autres contours, et à l'intérieur, on va également pouvoir voir les chambres à gaz. Actuellement, ça a également été changé. J'ai été visiter un groupe pilote dernièrement qui travaille sur ce projet. Il y a eu des adaptations. À côté de la chambre à gaz, vous avez la baraque du Sonderkommando, et là, en 2015, on a découvert un tunnel. Apparemment, à partir de la baraque, on a essayé de s'échapper par le biais d'un tunnel également. Sonderkommando, donc on trouve également des preuves historiques à ce niveau-là, ou des indications, devrais-je dire, mais ce tunnel existe bel et bien. Nous l'avons retrouvé. Et voilà pourquoi cette zone avec la baraque et le tunnel seront montrés. Donc on va y avoir un grand espace ouvert, à ciel ouvert, où vous pouvez regarder où se trouvent donc les chambres à gaz. Ensuite la baraque du Sonderkommando, et ensuite derrière une zone où vous aurez vu sur ce champ. Et ça, c'est la zone avec les fosses communes, où se trouve maintenant cette pierre. Je dois dire que c'est une belle réussite. C'est mieux que ce qu'on avait prévu avant. Des personnes qui ont été le connaissent. Avant, vous y aviez donc cet ancien monument avec cette butte de cendres. Et mais maintenant, s'y trouve cette pierre, et cela donne une image bien réussie et sereine. Et j'y suis presque. Je peux encore vous montrer un tout petit film. Kijk, het is een filmpje dat we... Le film que je vais vous montrer est un film que nous avons fait nous-mêmes. C'est en fait Future Reality de cette partie de Sobibor que nous avons excavé. Les bâtiments que vous allez voir, ce sont donc uniquement les bâtiments que nous avons réellement retrouvés et dont nous savons certainement qu'ils existaient, et justement à cet endroit précis. Donc à ce moment-là, l'histoire est respectée, outre le fait que notre dessin est devenu trois-dimensionnel au lieu de bidimensionnel, ce qui donne une belle image et vous montre également ce que peut être la plus-value d'une archéologie et ce que ça peut également avoir comme valeur pour un désenclavement archéologique futur de ce même terrain. Je laisse tomber l'introduction. Voici notre plan technique. On survole la Himmelfahrtstraße, pour ainsi dire, direction chambre à gaz. Donc tout cela suit le système de coordonnées polonais. Ici, vous avez la baraque des coiffeurs, chambre à gaz, baraque Sonderkommando, le tunnel dont j'ai parlé, et les différentes fosses communes. Et nous les avons limitées suite à une réaction du rabbinat supérieur, avec une clôture autour. Et là également, il y a eu une étendue, un agrandissement. Perspective en 3 dimensions. Et nous avons créé une réalité virtuelle. Il y avait plus de bâtiments. Mais ce que vous voyez ici, eh bien, nous sommes certains que ça existait comme nous les avons excavés nous-mêmes. Et le film est loin d'être fini, à vous de le découvrir. Peut-être quand même encore un petit bout. La Himmelfahrtstraße, baraque des coiffeurs, et ensuite le bâtiment plat, les chambres à gaz et le reste de la baraque du Sonderkommando.
Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention.